Bonsoir à tous, merci d'être avec nous tous les soirs sur cette antenne de la Minute de Ricardo, donc sur YouTube, Twitter et Facebook. Facebook sur lequel nous avons le plus de monde du reste. Très étonné de voir ça. Et également sur YouTube. YouTube, la bonne nouvelle, c'est que nous repassons progressivement en mode normal après avoir été sur YouTube Kids, donc vraiment blacklisté pendant des lustres. Et sur Twitter où ça commence à prendre. On était parti, on avait 500 personnes et maintenant on en a près de 2000 à chaque fois sur chaque émission. Donc voilà, au total, bon, ça fait à peu près 10 000 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, on est content. On va vous saluer quasiment individuellement au départ. Hein. Ça, c'est le privilège de ceux qui arrivent tôt. Ils ont droit à une petite dédicace dans cette émission. Alors, il faudrait que mon truc marche. Voilà, donc on retrouve NR, Xavier, Hervé Nouane qui est là souvent, Baria aussi, Jean-Paul, Yvette, Yoga, Sofiane, Elisabeth, Eric, Annick, Trinit. Bon bref, il y a déjà beaucoup de monde ici, donc ça va être passionnant ce soir de voir ça. On devait avoir Anne Frémaux, vous savez, cette femme qui a refusé de rentrer à l'ENA alors qu'elle était convoquée pour. Elle devait aller à l'oral et puis finalement elle est devenue prof, tout ça. Bon, elle devait être là ce soir. Ça aurait été très bien avec François qui lui aussi a été prof. Et bon, elle a fait le tour aussi un peu de l'éducation nationale. Et pas pour les mêmes raisons, mais bon, elle est assez aujourd'hui virulente à l'encontre de cette institution, elle nous l'a dit. Et ça aurait été très très sympa de la voir. Bon, il se trouve qu'elle a une grippe carabinée ce soir ultra violente. Et donc, elle est dans son lit, on pense à elle, elle va sûrement nous regarder. Mais en tout cas, elle nous a dit qu'elle voulait revenir beaucoup plus régulièrement que prévu. Il était prévu qu'elle vienne une fois par mois. Peut-être elle va revenir une fois par semaine maintenant. On trouve avec elle un peu les modalités d'enregistrement, les dates, comment, pourquoi, avec qui, dans quel but, à quel effet, la règle des 5 W dont je vous parle souvent ici. Voilà, vous savez que j'ai fait des médias training moi pendant très longtemps pour les grandes écoles, j'ai fait des médias training pour les journalistes de France Télévisions, j'ai fait des médias training pour pas mal de monde. Et donc c'est quelque chose que je maîtrise à peu près bien. S'il y a une chose que je maîtrise à peu près bien dans ma vie, c'est ça. Voilà, donc ça me sert notamment pour la minute de Ricardo parce que ça me permet d'être extrêmement concis en très peu de temps. Alors puisqu'on parle de la minute de Ricardo, ben, on va vous la montrer, celle du jour. Il y en a deux aujourd'hui. Voilà. J'étais assez inspiré, en tout cas, je ne sais pas si le résultat plaide en ma faveur, mais en tous les cas, j'avais des idées à vous transmettre. Donc voilà la première, et puis regardez la seconde dans quelques minutes après vous avoir présenté les invités. Les tectoniques du monde entier sont en train de bouger incroyablement et la roue a enfin tourné. Cette fierté américaine qui contraste avec l'impuissance française. Pourquoi donc, avec l'arrivée de Trump, Macron a-t-il désormais le doigt sur la couture du pantalon? Comprenez, le doigt plus que jamais sur la braguette. Et que cela va précipiter encore plus sa chute. Eh bien, mon analyse en 3 ou 4 points principaux, nous verrons cela dans un instant après la pub. Ce qui compte à nos yeux mérite qu'on leur offre ce qui a du sens pour nous. Ambition, courage, grandeur, tradition, artisanat. Offrez un cadeau éternel. Eh bien, au vu de l'investiture de Donald Trump, Macron s'est fait encore plus petit qu'il ne l'est. Tout petit aujourd'hui, silence radio total. Que va-t-il pouvoir faire maintenant dans son rôle en France, lui qui désormais, on le sait, prisonnier de Bayrou sur le plan interne et complètement cornaqué par Trump sur le plan international? Eh bien, plus rien. Macron, il n'a que très peu de chance aujourd'hui de pouvoir être accueilli, ne serait-ce qu'en visite officielle dans un pays étranger. Tout simplement, le simple fait d'être associé à Macron sur une photo officielle sera décrédibilisant pour le dirigeant qui daignera l'accueillir et qui sait, en son fort intérieur, qu'il ne représente plus rien. 2. Emmanuel Macron est donc placé aujourd'hui sous une forme d'anesthésie politique. Le Roitelet a perdu sa gouvernance absolue, comme il a pu l'avoir un temps sous Biden, se sentant encore il y a peu de temps si protégé. Protégé par l'OMS, par exemple, ce parapluie qu'il utilisait à tout bout de champ et dont Trump a demandé la sortie officielle de l'Amérique. Protégé par les accords de Paris, l'une de ses plus grandes escrologies que la France ait pu connaître. Aujourd'hui, Macron, c'est comme s'il n'avait plus de bouée, vous savez, qu'il était lâché en pleine mer.
L'équipe de Trump, en tout cas, va observer de très près tous ses faits et gestes, ne lui fera aucun cadeau, le moindre faux pas sera observé et le retour de manivelle sous forme de droits de douane sera terrible et appliqué immédiatement. 3, le discours de Trump hier, c'est en quelque sorte son plan de bataille. Alors d'un côté, vous avez celui que l'on qualifiait de nazi, Donald Trump, pourtant si digne et respectueux de son pays, de ses compatriotes américains, de ses engagements. Et puis d'un autre côté, vous avez notre nasillon qui crache en permanence, je dis bien en permanence sur son peuple et qui lui fait la nique. Eh bien, les Français qui ont écouté le discours de Trump ont dû halluciner. Un discours à Washington de 30 minutes qui n'était en rien l'un de ces discours à la Macron, si mièvre, bourré de pseudo-rhétorique, mais en l'espèce hier, c'était un discours musclé, qui ressemble vraiment à un véritable programme. Pour preuve de ces belles paroles, Trump les a immédiatement concrétisées, en passant une très grande partie de sa journée à signer des dizaines de décrets et d'actes visant à transformer les promesses en réalité. Ce fut donc vraiment un discours d'espérance, par rapport à un discours français totalement nihiliste. À partir de maintenant, a dit Trump, le déclin de l'Amérique est terminé. Il a même parlé de l'âge d'or. Nous agirons avec détermination, rapidité pour ramener l'espoir, la prospérité, la sécurité, la paix aux citoyens de toute race, de toute religion, couleur et croyance. Et même de rajouter, il y a quelques mois à peine ici dans ce magnifique champ de Pennsylvanie, une balle d'assassin m'a transpercé l'oreille. Mais j'ai alors senti, dit-il, et je le crois encore plus aujourd'hui, que ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Eh bien, chers amis, cette croyance, c'est celle qui a alimenté tout son courage et toute son endurance. Alors, en tête de liste de ces mesures et de son programme, la sécurisation des frontières, ce que Trump a correctement décrit comme une urgence absolue. Par rapport à Biden, bien sûr, qui a ouvert, lui, la porte à plus de 10 millions de nouveaux arrivants non contrôlés. Et à son sous-fifre, Macron, en France, qui, pour l'Europe, a ouvert les vannes à l'Europe entière. D'un côté, vous avez donc un homme sur qui l'âge n'a pas de prise et qui rayonne véritablement. En face de cela, vous avez chez nous un représentant des pompes funèbres qui vient nous enterrer chaque jour un peu plus. Un croque-mort, une sangsue qui va nous piquer le peu de sous qui nous reste et qui continue, chers amis, à faire venir toute la misère du monde. Il suffit d'aller aux frontières pour voir qu'il n'y a toujours pas de garde-frontière aujourd'hui. Voilà. Voilà donc la mise en page de cette émission. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir ces deux hommes ici. À la fois François Dubois, que vous connaissez, qui est ex-gendarme, ex-professeur dans l'enseignement national, et qui aujourd'hui est à son compte et qui écrit des livres absolument passionnants dont il nous parlera encore ce soir. Car François a vraiment à la fois, vous allez voir, une verve et un charisme notoire, mais en plus, il a une très, très belle écriture. Donc ça, c'est superbe de l'avoir comme ça extrêmement régulièrement chez nous. On devait le confronter donc à cette femme qui est malade ce soir et qui est remplacée donc au pied levé. Et on le remercie vraiment beaucoup par Marc qui est là, Marc le fidèle, Marc qui est sur toutes les manifs, Marc qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique. On a eu vraiment l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et qu'on se fait une joie d'accueillir. Et il se trouve, figurez-vous, et c'est ça qui est très intéressant dans cette émission ce soir, c'est que Marc, alors je vais pas déflorer un peu son parcours, parce que c'est un scientifique et tout, mais il a décidé en tant que Français lambda, citoyen moyen, de se présenter dans une grosse commune à côté de Paris, qui est de la commune de Boulogne-Billancourt, une circonscription où séjournait. Et le séjournait, maintenant, il est parti à Bruxelles, on le sait. Et donc, ça a laissé une place vacante et il y a des élections et Marc va être candidat. Marc, alors tu vas nous expliquer, on va peut-être juste commencer par toi avant de donner la parole à François, mais pourquoi cette candidature, en fait, Marc? Je vais expliquer. Moi, dans mon métier, je suis ingénieur et ayant quelques difficultés à gérer plusieurs services en même temps,
je me suis intéressé à un mot, le mot médiation, et je me suis formé à la médiation pendant 2 ans, à raison d'un week-end par mois, etc., etc. Bien, je passe en beaucoup de détails. J'ai pratiqué dans une maison de médiation à Paris. J'en ai tiré certains enseignements que je qualifierais d'essentiels, et à partir de là, j'ai, conçu une formation à la médiation. J'ai eu cette chance formidable de former à la médiation au barreau de Paris et auprès de DRH. Voilà. Et mon but, mon objectif, quelque part, c'est d'améliorer les relations dans les entreprises. C'est-à-dire de faire quelque part que le management soit plus humain et que chaque personne, au niveau où il est, puisse s'épanouir et avoir un maximum de compétences et même de prise d'initiative qui irait dans le bon sens de l'amélioration de l'entreprise dans son ensemble. Voilà. Bon, donc, ça c'est très bien, c'est le parcours, mais c'est pas ça qui fait que tu vas te présenter aujourd'hui aux élections. Je t'explique, parce que je trouve que moi, je me suis lancé dans la médiation parce que les rapports humains, pour moi, sont essentiels. Ouais. Eh bien, là, en ce moment, les rapports humains, nous sommes dans une sorte de dissociété, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'égoïsme, les gens ne se regardent plus, on te double tranquillement, c'est tout juste si on ne te bouscule pas, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup moins de politesse, il n'y a plus d'attention, il y a un manque de civisme. Pour moi, notre société aujourd'hui part en sucette, et quand je vois nos politiciens, comment ils parlent, comment ils se pavanent dans des beaux fauteuils de 40 000 €, je dis là, ça va pas. Et donc, je profite de cette opportunité pour parler, et devenir un homme public pour, faire en sorte que avec les gens les Boulonnais, on dit les Boulonnais, hein, les personnes, les habitants de Boulogne, Billancourt, avec eux, on fasse société, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on fasse une équipe pour servir d'exemple pour une démocratie un peu plus, on va dire, sympathique. Participative, interactive, une vraie démocratie, quoi. Direct. Voilà. Alors, on va demander à François peut-être tout de suite ce qu'il en pense de cette initiative, de voir un homme comme lui, comme ça, se lancer à l'aventure. Il nous donnera ensuite les modalités à la fois techniques, financières, organisationnelles, comment on fait en fait techniquement pour pouvoir se présenter. Mais déjà une première impression par rapport à ça, François. L'initiative me semble très bonne. Après, c'est Marc, on se connaît pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être pétri de bonne qualité, donc c'est bien. Le domaine de la médiation, je pense que c'est un domaine qui est effectivement très utile en politique, parce qu'il faut savoir fédérer le plus possible. C'est aussi le but du médiateur quelque part, c'est trouver le consensus autour duquel on va s'entendre. Et moi, pour le coup, c'est une partie que je connais aussi, mais d'un point de vue judiciaire, la médiation. Et voilà, c'est en parfaite adéquation avec la politique. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme le soulignait Marc, il y a un réel problème sociétal quant à la violence des gens et quant au changement des rapports, hein, des interactions entre eux. La nature des interactions devient de plus en plus violente, primaire. Il y a plusieurs facteurs à cela, hein, je pense. Que ce soit l'individualisme ou qui va de pair souvent avec l'exacerbation de l'ego, on est vraiment aussi dans une société qui met vraiment en avant l'ego et le narcissisme, ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens en fait qui se prennent pour le centre de tout et forcément qui réagissent très mal à toute forme de contradiction. Donc c'est vrai que c'est un problème qu'on constate énormément dans cette société. Et pour y remédier, il faudrait des changements profonds, réellement profonds. Alors, quel changement tu vois, toi, Marc, par rapport à ce que dit François? Il faut des changements. Je reprécise. Pardon. Oui. Je vais se poser la question. Alors, je reprécise une chose par rapport à ce que dit François. La question, elle est directe. Quel changement tu apportes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Voilà.
Mais la médiation, il s'agit de faire émerger les solutions des parties. Moi, si je connais mes solutions, je ne les donne pas. Il faut les faire vivre. C'est-à-dire, il faut que chacun participe et réfléchisse. Et quand il voit son voisin ou ses voisins réfléchir, ça le remet en question. Et là, du coup, on arrive à un consensus. Et là, ça devient le projet des habitants. Et donc, l'élu, lui, ce n'est jamais qu'un porte-parole qui, à tout moment, peut être remis en question. C'est ce que j'appelle aussi le leader émergent. C'est-à-dire, pour tel ou tel parti, il y en a un qui est plus qualifié qu'un autre, et ben, c'est à lui de prendre les choses en main. C'est pas je suis nommé, je prends, c'est bon. Taisez-vous, c'est moi qui commande. Surtout pas ça. Voilà. Donc, c'est un mode de vie sociale différente et où on considère tout à chacun avec une parole. La parole qu'il a, le niveau qu'il a, enfin bref, la vie sociale, et de là peut sortir de super idées. Mon envie dans Boulogne-Billancourt, c'est de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir parce que tout va bien, parce qu'on a mis en route des projets dans lesquels chacun peut se retrouver ou est d'accord. Et là, il y a une vie sociale, il y a du lien social qui se retrouve. Alors, il se trouve que par le plus grand des hasards, j'ai habité Boulogne-Billancourt pendant toute une époque. À l'époque où j'étais à France Télévisions, j'habitais en face du Parc des Princes. Donc, je passais de France Télévisions au Parc des Princes. Ma femme de l'époque était contente, tu vois, elle me voyait beaucoup. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que je connais un peu la vie politique locale et c'est vrai qu'il y a toujours eu des mastodontes là-bas parce que c'est quand même une ville qui est la plus proche de Paris possible, comme Neuilly, donc voilà. Et donc forcément, ils y dépêchent les grands noms en quelque sorte. Donc toi concrètement, quelles sont tes chances de succès? Deux, est-ce que ça te coûte pas trop cher finalement d'investir là-dedans, de te présenter? De mettre carte sur table pour essayer d'être candidat et puis de percer. Et puis 3, sur quel levier en fait t'appuies-tu pour essayer de faire en sorte de créer le buzz? C'est-à-dire que Décidément, c'est un parti, c'est un parti qui est sans étiquette, ni droite ni gauche. Chacun peut s'y retrouver. Et l'argument principal, c'est écoutez, on a toutes les raisons d'être mécontents, surtout à Boulogne-Billancourt avec une histoire de patinoire et bien d'autres histoires. Ayez cette opportunité de montrer que vous êtes mécontents, que ça va pas, ça suffit. Là, je leur donne la voix. Ils peuvent s'exprimer. Et là, ça peut envoyer un signal fort qui peut entraîner d'autres signaux et créer un mouvement que j'espère. Je profite de cette élection pour me faire connaître avec l'intention d'aller au municipal. Donc, cette campagne qui va être courte, mais au moins je serai un peu connu, je vais avoir un site qui va permettre à chacun de communiquer, d'avoir des réflexions, parce que quand on décide, etc., il faut quand même étudier la question. Et il y a plusieurs aspects sociaux qu'il faut regarder. Donc, je vais animer des échanges de ce côté-là. Et donc, là, en même temps, je vais demander à ce que certains me rejoignent, certains de Boulogne-Billancourt me rejoignent pour qu'on fasse équipe pour aller au municipal. Ah bah écoute, en tout cas, c'est formidable. On te sent plein d'entrain, d'envie, de motivation. Et puis, quand on te connaît personnellement, on aurait envie réellement de voter pour toi. Alors, j'ai un cas un peu similaire d'un ami, je peux le dire, c'est un ami, qui s'appelle Jean-Christophe Fromentin, qui lui est devenu maire de Neuilly, au nez à la barbe de tous les grands classiques du pouvoir, notamment du fils Sarkozy qui s'était présenté, et puis d'autres dont les noms sont ultra connus. Et il s'était faufilé, il avait réussi à être élu. Il avait fait comme toi, il s'était présenté aux législatives, après municipal, et puis il est devenu maire de Neuilly. Toi, comme quoi, tout peut arriver, même sans être connu, parce que lui, il était complètement inconnu, il avait une petite société de communication, et puis il s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas moi, quoi. Quand je vois les noms qui circulent, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas réussir. Et cet homme qui est plein d'ingéniosité, d'entrain, qui a une très belle vision politique, notamment en matière de délocalisation, il a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, mais il a réussi en fait à percer
Alors c'est un très bon tribun. C'est un type. Je me souviens avoir été il m'avait invité notamment pour au mois de janvier là, tu sais, pour la nouvelle année, pour les vœux du maire. Et j'étais arrivé un peu en retard et j'étais en bas de l'escalier. Et franchement, son discours qui durait 50 minutes, on n'a pas entendu une mouche voler alors qu'on était en bas de l'escalier, que les gens auraient pu en profiter pour discuter entre eux parce qu'ils n'étaient pas dans la salle principale. Et puis bon, il y a eu il y avait des écoutes un peu partout, ce qui nous permettait de suivre la manifestation. Mais vraiment, vraiment, le type, il est à la fois très humain, très sympathique et extrêmement puissant. Il est resté député depuis, du reste, et tout ça. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie à titre vraiment personnel. Bon, au-delà, je veux dire, du caractère politique, je connais pas du tout ce qu'il fait dans sa vie, ni rien. Mais en fait, c'était un non-aligné, non-encarté, je sais pas quoi. Il a jamais été fromentin dans les sphères partisanes de quoi que ce soit. Voilà. Bon, on va revenir à François, mais merci déjà pour cette première explication. C'est intéressant de voir un peu les contours de cette candidature qui sera la tienne bientôt. Hein, c'est début février, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et là, tu es en train de tracter. Tu as des équipes pour tracter, pour distribuer un peu partout, pour te faire connaître. C'est de l'improvisation pure. C'est de l'improvisation pure. Cette opportunité, je l'ai apprise il n'y a même pas 10 jours. Non. Ouais, attends, bon, moi, voilà, c'est pourquoi je me présente. Pour moi, c'est une obligation morale. Quand je vois les dysfonctionnements actuels, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Moi, je préférais être tranquillement chez moi, faire des choses. Mais là, non, il faut y aller, il faut aller au feu. Bon, j'y vais. Voilà. Bon, y en a un autre qui va y aller hein, bientôt, c'est François. François, on mise sur vous hein, pour y aller au feu également. Hein, parce que vous aviez pareil, hein, tout l'entre-gens, toute l'entremise voulue pour pouvoir réussir dans ce milieu aujourd'hui. Oui, mais ça se fera, je pense. Il faut aussi se laisser le temps de se constituer un réseau, d'avoir un maillage suffisant. Enfin, voilà, on peut pas aussi se jeter comme ça dans l'arène tout seul. C'est très compliqué, surtout en politique. Il faut aussi apprendre à se faire connaître, à fédérer autour de soi. C'est pas facile. Donc il y a tout un travail, mais j'y travaille. Et puis moi j'ai aussi un autre objectif politique qui est peut-être moins opératif, mais qui consiste à essayer de partager un maximum de connaissances avec les gens, notamment par le biais de mes travaux ou de mes recherches. Et je pense que d'ici quelques temps, j'ouvrirai un site. Alors, il y a déjà Profession Gendarme qui est un site dont je suis vice-président et qui fait un travail, on va dire, de réinformation. Mais je pense que là, j'ai pour projet d'ouvrir un site qui serait plus sous forme comme un blog un peu dans lequel je pourrais partager mes textes, voire des dossiers complètement que je fais et qui permet comme une lettre un peu, qui permet aux gens de se documenter et puis d'ouvrir les yeux. Hein. C'est un site objecteur de conscience en quelque sorte. Donc ça, je travaille à l'idée là. De toute façon, il faut forcément utiliser des canaux de communication modernes hein, pour se faire entendre. Donc, on est obligé de passer par la sphère Internet, sachant que la télévision, c'est proscrit puisque la télévision, c'est la société du spectacle et un peu et la fabrique du consentement, on va dire. Donc, tout est cadré et ceux qui en général y ont accès sont déjà plus ou moins cooptés pour y avoir accès. Donc c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on n'a pas les bonnes armes, quand on n'a pas accès aux bonnes armes de communication. C'est à la fois compliqué et bon signe dans cette société, parce que celui qui arrive sur un plateau télé comme ça du jour au lendemain, en général, il peut y avoir anguille sous roche. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est quelque chose que oui. Et puis les gens commencent à en avoir conscience, hein, je pense. Voilà. Ouais, effectivement, on voit des duos d'enfer à l'heure actuelle sur les médias un peu partout qui sont un peu contre nature et qui expliquent le pourquoi du comment. Enfin, Marc, en tous les cas, vous voyez, vous avez en face de vous un ex-gendarme qui est sorti de tout ce monde, je veux dire, conventionnel
qui était le sien. Il aurait pu y rester. Il avait tout à y gagner, à y rester. Et pourtant, il a pris le contre-pied. Toi, c'est un peu pareil, Marc. Tu as été brutalisé et jeté dans l'arène, comme disait François il y a quelques instants, sans que tu t'y attendes quelque part, puisque c'était une dizaine de jours et puis le scrutin est dans 10 jours. Quoi. Ça tourne pratiquement au gag cette affaire, quoi. Et donc tu le prends plutôt bien. Tu prends avec philosophie, c'est ça. C'est un devoir, hein, c'est un devoir. Je raconte. Donc, quelqu'un de Décidémos vient me voir. Marc, dis-moi, oui, tu habites Boulogne-Billancourt? Oui. Tu veux bien être candidat pour Décidémos à Boulogne-Billancourt? Tu me dis quoi, là? Ah bon? Bon, bah écoute, il faut que j'y aille, j'y vais. Allez, basta. Ça s'est fait aussi simplement. Dis-moi. C'est simple de devenir candidat. Après, d'être élu, c'est une autre paire de manches. Mais... Ah bah, c'est autre chose. Mais surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à Boulogne-Billancourt, hein, c'est le vote électronique. Pardon, j'ai pas entendu. C'est à Boulogne-Billancourt, c'est le vote électronique. Ah, c'est le vote électronique. Bah, dis-moi, aucun moyen de contrôle. Tu as encore moins de chances de passer. Hein. Je rencontre, bah oui, parce que je rencontre les gens, c'est ça. C'est l'opportunité de rencontrer les gens. Bah effectivement, non. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette démarche-là, c'est que, en fait, tu fais pas l'impasse, mais presque, sur les législatives, parce qu'il faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est pas un miracle, mais bon, après, les miracles, ils existent, hein, il faut y croire. Ah oui. Moi, j'y crois, et François aussi, hein, on y croit au miracle. Bon, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un point d'ancrage pour le futur. C'est-à-dire que en te présentant là, non seulement tu vas te faire connaître auprès des habitants de Boulogne-Billancourt, mais en plus, tu vas te rôder, te perfectionner, tu vas connaître un peu les méandres de la politique locale, et puis de fil en aiguille, là, tu auras peut-être plus de chance la prochaine fois au prochain scrutin, même si on ne va pas enterrer celui-ci d'ores et déjà. Mais bon, en tous les cas, c'est courageux de ta part. Je te félicite. Je n'ai pas le choix. Je suis dans le devoir. Je dois le faire. Je dois le faire. Mais... Quand je vois la dissociété et que je vois que les gens sont de moins en moins heureux, hein, on voit plus les gens sont plus heureux là aujourd'hui. C'est dramatique. Il n'y a pas de plaisir à vivre. Où est le sens de la vie aujourd'hui? Le travail, qu'est-ce qu'il devient? Et là, nous avons d'énormes choses à gérer. L'apparition de l'IA. Combien il va y avoir d'inutiles, des caissières qui sont remplacées par des machines. On perd des relations humaines. Mais c'est dramatique. En quoi la technologie fait de nous des soldats, je veux dire, où on n'ose plus s'exprimer. Il ne faut pas se laisser faire, s'il vous plaît. D'accord, bon, on va se reprendre en main, on est là pour ça, voilà. Alors, on va demander à François un peu, parce qu'il a vraiment étudié la question, puisque c'était un peu le thème central ce soir, ce qu'il pense un peu justement des soubresauts de ce qui se passe là aux États-Unis de façon extrêmement spectaculaire. On l'a vu dans cette minute, on verra dans la minute suivante, mais c'est vrai que ça va extrêmement vite là-bas et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de soubresauts en France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François ? Alors, il y aura forcément des répercussions importantes sur la France, mais j'ai envie de dire surtout sur l'Europe en général, consécutive à l'élection américaine. C'est ce que j'ai dit dès le départ, déjà l'année dernière, au moment de l'élection de Trump, où j'avais vraiment insisté sur un point, c'était au niveau de la scène internationale, c'était les conséquences plus ou moins désastreuses pour le modèle européen. Pourquoi? Parce que c'est le seul vestige à l'heure actuelle de la grande mouvance progressiste universaliste, voilà, qui était en marche, pour reprendre des termes macroniens. Cette mouvance qui est l'héritage de toute la politique Brzezinski, Kissinger, etc. Qui aussi quelque part, c'est l'éternelle confrontation entre les deux blocs, Amérique-Russie. C'est une mouvance d'ordre idéologique, d'ordre économique, qui touche à sa fin aujourd'hui d'une certaine façon, en fait, qui va se réarticuler d'une autre façon.
et au milieu de tout ça, il y a l'Europe qui était le valet des États-Unis, qui se retrouve sans son seigneur. Et là, ça devient compliqué puisqu'on a un système en fait qui va devoir fonctionner de façon autonome et qui n'avait absolument pas posé les jalons au départ pour le faire. Donc la réarticulation va être très complexe. Là, c'est de toute évidence, que ce soit sur le plan commercial, militaire, les diverses stratégies. On parlait de l'IA par exemple. C'est la technologie, c'est les enjeux géopolitiques de demain. L'Europe est complètement à la ramasse, contrairement aux États-Unis et à la Chine qui sont leaders dans la tech. Avec les entreprises, ce qu'on appelle les hyperscalers, c'est les entreprises qui gèrent en fait tous les gros pôles de la tech, y compris l'IA. Donc là, ça va être très compliqué. On a une balance commerciale aussi. Alors là, si je prends le cas de la France qui est déficitaire vis-à-vis des États-Unis, les États-Unis qui risquent de réimposer des droits de douane, ça va poser de problème aussi. Donc l'un dans l'autre, tout va très mal. Alors on parlait de Macron, mais bon, c'est l'Europe dans son ensemble qui est visée. Et Macron, c'est un peu la serpillière là-dedans. Alors l'ironie du sort, c'est que il l'a été pour les Américains. D'ailleurs, je pense que quelque part chez ce personnage, il y a une trahison manifeste. Hein. C'est un traître, hein, on peut l'appeler en tant que tel, puisqu'il a vendu les intérêts français aux Américains. Mais aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que les États-Unis lui renvoient ce qu'il est réellement à la figure. Et c'est l'ironie du sort. Hein. Il l'a été, mais là, on lui montre qu'il l'est, en fait. C'est vrai. Par la force des choses. Et donc, il se retrouve complètement démuni. Alors, j'ai envie de dire aussi que d'un point de vue militaire, bon, ça va être aussi compliqué puisqu'on voit qu'il y a une réarticulation des enjeux de la défense, puisque on a les États-Unis qui vont opter pour d'autres positions plus pragmatiques, hein, comme l'a toujours fait Trump d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il va privilégier les intérêts de son propre pays plutôt que les enjeux vis-à-vis de la Russie ou quoi, puisque lui, il est plus pour un positionnement multipolaire. Donc c'est vraiment une réarticulation des rapports de force qui change complètement, avec un réarmement de l'Europe qui, je pense, à mon avis, est déjà alors qu'il est pas lancé. Enfin, je veux dire, la loi de programmation sur la défense, ça date il y a un peu plus d'un an. C'est pas voilà, mais quand on voit déjà la façon dont veut se réarmer l'Europe, elle est déjà has-been comparée à ce qui se passe aux États-Unis et à la Chine. Donc c'est très voilà, c'est plein de signes qui sont pas forcément favorables pour les Européens. Et après, on verra ce que fait Trump par la suite. Moi, ce que je vois, c'est déjà sur le plan idéologique, c'est une forme de victoire. C'est une forme de victoire par rapport on va dire, à l'idéologie mondialiste. Alors attention, hein, le mondialisme n'est pas la mondialisation, c'est deux choses différentes. Hein, je le précise, mais je parle de l'idéologie mondialiste, hein, qui consistait en fait en un espèce de lissage culturel, hein, globalisant, hein, qui visait à dissoudre toutes les spécificités des nations. Là, on commençait à rentrer là-dedans avec notamment des politiques de famille qui sont en lien avec l'idéologie de genre, tout ça, donc qui contribuait à casser la notion de la transmission, de l'héritage, enfin tout ce qui peut construire justement la nation et tout ce qui va favoriser au contraire la globalisation. Alors tout ça, c'est en train de se casser la figure et ça peut éveiller des craintes en ce qui concerne l'Europe parce que justement étant isolée face au reste du monde, elle est la seule à vouloir pérenniser ce modèle et à faire en sorte qu'il perdure. Alors, ça peut se traduire par une forme de durcissement idéologique et forcément la fermeture de toutes les fenêtres qui nous ouvrent vers le monde, notamment en matière de communication, pour pas qu'on voit ce qui se passe ailleurs. C'est ça le problème. Et on le voit déjà avec ce qui se passe sur X et tout ce qui en découle et toute la politique déjà de censure en matière de communication sur les réseaux. Alors, de là à dire qu'on rentre sur une phase qui peut être totalitaire,
je pense qu'on peut presque s'avancer à dire ça. C'est déjà le cas quelque part en Europe. Il y a une forme de totalitarisme déguisé puisque l'État est présent partout, y compris au sein du foyer, et de toute façon le droit, enfin le droit positif l'emporte de plus en plus sur les droits naturels des gens. Et le droit positif maintenant est intrusif et il s'introduit même dans les foyers. Pour les questions LGBT, tout ça, on l'a vu récemment. Il y a eu un procès d'un gamin qui faisait un procès contre ses parents parce qu'il avait changé de sexe et il avait reçu des propos homophobes de la part de ses parents, etc., etc. Voilà. Donc là, l'Europe de demain, c'est peut-être ça qui va se durcir. En gros, c'est la bête blessée. La bête blessée devient plus dangereuse. Et c'est ça qui m'effraie, moi. Donc, le seul espoir qui reste maintenant, on va dire, c'est la chute progressive des régimes européens, les uns après les autres, quoi. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va prendre comme ça? Ou est-ce que ça ne marchera pas? Ça, on verra. Mais sinon, l'Europe va rester cette espèce de structure, un peu un échantillon, on va dire, dans le monde, une espèce de terrain d'expérimentation de la politique que veut imprimer le WEF, hein, le World Economic Forum, c'est-à-dire une espèce de technostructure dans laquelle il n'y a pas vraiment de gens à proprement parler qui sont élus, très poreuse avec les grandes multinationales et qui privilégie beaucoup le collectivisme et les grands élans collectifs, une forme ce que je qualifie de néocollectivisme, hein, alors avec des narrations diverses et variées, dont le grand narratif environnemental, hein, mais ça peut être des narratifs de santé, etc., etc. Et on va se diriger en fait vers cette entité, hein, d'apparence libertarienne d'ailleurs, pour créer une fausse illusion de liberté, mais qui en réalité est une technostructure du contrôle social, du verrouillage par le verrouillage numérique. Hein. Voilà. Ça c'est le projet du WEF, tel qu'il se serait déroulé d'ici 2030 s'il n'y avait pas eu toutes les, on va dire tous les imprévus qui sont passés depuis qu'on parle du Great Reset jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le Great Reset, moi c'est un terme que je connais depuis 2017 à peu près. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est. En tout cas, merci pour cette analyse extrêmement poussée, extrêmement intéressante, vraiment à votre image. Quelqu'un qui réfléchit à une question, qui va à fond dedans et qui la maîtrise parfaitement. Alors, lui, notre ami Marc, il a également quelqu'un de référence. Il s'appelle Christopher Lasch. Alors, oui. Tu vas nous en parler de cet homme parce que c'est extrêmement intéressant effectivement quand on s'y intéresse de près. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a fait découvrir Christopher Lasch? La révolte des élites. Ah, tu as le bouquin en plus. Des élites. Ah non, mais voilà, il y a plein de livres intéressants hein, par rapport face au progrès. Non, il a toute une collection. Bon, ben lui, il a disparu, mais ce qu'il a son enseignement a été repris et analysé par d'autres auteurs. Mais là, j'y retrouve plein d'éléments de recherche pour comprendre ce qui se passe. Hein, bon, François, toi, tu es au courant de tout ça, mais moi, je viens de découvrir ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire, bon, moi, je restais un peu dans ma coquille, enfin, ma vie de tous les jours, il faut aller, il faut faire ci, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non. Là, c'est trop. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et donc, la révolte des élites, de Christopher Lasch, quelque part, que fait notre élite ici en France? Est-elle encore française? Est-elle encore ou au service d'autres puissances extérieures? Donc, alors, la question public, on peut peut-être résumer ça pour le grand public là, parce qu'effectivement, oui. il fustige cette nouvelle classe un peu dirigeante qui se définit de plus en plus par l'absence de racines, très cosmopolite, effectivement. Voilà. Le sentiment de rien devoir à personne finalement, sans gros patriotisme derrière, le soutien que cette nouvelle classe conserve
beaucoup de vices, en fait, de l'aristocratie, mais sans en avoir véritablement les vertus. Hein. Donc, avec l'écart grandissant que l'on voit entre le haut et le bas de l'espace social, selon l'âge, alors les nouvelles élites, c'est-à-dire ces individus qui sont extrêmement aisés finalement grâce à la mondialisation, qui leur permet une mobilité totale des capitaux, qui vivent plus dans le même monde que leurs concitoyens, ils sont complètement déconnectés, contrairement, dit-il, à la vieille bourgeoisie du XXe siècle, qui était contrainte par sa stabilité à un minimum d'enracinement, d'obligations civiques et tout. Là, on voit que tous les coups sont permis et qu'en fait, ils n'ont aucune morale, aucune vertu, rien. Hein, c'est ça, la mondialisation qui a transformé ces élites en touristes dans leur propre pays. Touristes dans leur propre pays. Incroyable quand même. Il mérite d'être lu, cet homme-là. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Et les élites sont retirées de la vie en commun. Au lieu de financer les services publics, le trésor et tout ça, les nouvelles élites investissent dans leur argent dans l'amélioration de leur ghetto. Ces écoles privées, police privée, système de collecte des ordures et ordures eux-mêmes. Non, non, mais c'est extraordinaire. Comme tu vas fort, Ricardo. C'est extraordinaire. Non, mais il faut appeler un chat, comme dirait l'autre. Oui, mais je pense ouais. que ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus. C'est pour ça qu'on dit nos élites sont hors sol. Ça prend de la signification. Elles se la pètent, etc., etc. C'est pire que la noblesse d'avant 1789, là. C'est pire. Non, mais c'est sûr. T'es sur une chaîne qui s'appelle Contre-Révolution. Du reste, si vous voulez revoir les émissions, parce qu'on vous demande beaucoup dans les chats là, pour revoir les émissions, il faut vous abonner à contre-révolution.fr. Contre-révolution.fr, vous avez toutes les très très belles émissions qui ont eu lieu encore cette semaine et la semaine dernière. Voilà, vous pouvez les avoir en podcast. Bon, on revient à nos amis de ce soir, parce que vraiment on a un très beau plateau et je vois que le public est nombreux ce soir à venir vous écouter. François, qui est du reste un excellent tribun, candidat aussi, Marc, que l'on fait vraiment une grande joie d'accueillir ce soir. Vous savez, cette chaîne, c'est la voix des sans-voix. On cherche pas, nous, à briller en invitant des grands noms et tout ça. Je pourrais le faire. J'ai un certain nombre de contacts, mais je pense pas que ce soit ça véritablement aujourd'hui d'intéressant. Je pense qu'il faut vraiment des gens comme eux, qui sont des gens qui ont une très forte expérience du terrain et qui puissent, à travers leur réflexion, à travers leur maturité d'esprit, à travers leur générosité de cœur, pouvoir transmettre donc un certain nombre de valeurs et de connaissances, ce qu'ils font remarquablement ce soir. On tient à les remercier. On remercie également tous nos amis qui viennent d'un peu partout, du Québec, notamment avec Julie du Québec, c'est peut-être animatrice du reste de télé que j'avais rencontré là-bas, qui est extrêmement sympathique et je sais qu'il nous regarde avec tous nos amis du Québec, sachant que là-bas, ça a bougé là aussi au Québec. Hein, le fameux Trudeau, là, il est viré là-bas au Canada. C'est une très, très bonne chose, ça. Voilà, donc on se réjouit de ces bonnes nouvelles qui arrivent aujourd'hui. On espère qu'il va y en avoir d'autres demain. Est-ce que François, par exemple, parce qu'on en parlait en marge de cette émission avec Marc, et c'est une des questions, est-ce que vous pensez que les événements qui vont être annoncés à la fin du mois concernant, alors on va pas donner son nom, mais concernant bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que qui vont être amenés des États-Unis et qui vont être publiés en France, est-ce que ça, c'est un des éléments, d'après vous, qui peut contribuer à fragiliser le squatteur de l'Élysée? L'affaire Brigitte? Ouais, bon, on va l'appeler comme ça. Voilà. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Il paraît qu'il faut appeler maintenant ça l'affaire Zizi Coupé. Je sais pas très bien pourquoi. Ah oui, je sais, c'est lié à un témoignage d'un trans à Lyon qui a témoigné comme quoi il l'aurait vue à un moment donné, qu'il était certain que c'était elle. Bon, mais bon, c'est pas son témoignage, même s'il paraît assez éloquent, en tout cas n'est pas 100% vérifié, quoi. Donc c'est un peu dangereux Comme on dirait dans le langage judiciaire, on parlerait d'un faisceau d'indices graves et concordants concourant à la manifestation de la vérité. Voilà. Exactement, c'est ça, ouais. C'est ça. Et pour
enfin moi à ce niveau-là, j'ai quasiment pas de doute. J'ai eu beaucoup d'échos en off de gens qui sont quand même sur le dossier et tout ça. Donc j'ai pas, voilà. Bon, après je donne là, ce que je donne là, c'est qu'une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Mais en revanche, j'ai de gros doutes sur la réaction des Français dans leur globalité. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, je suis sûr que s'ils apprenaient que Brigitte était un homme de façon officielle, par un canal officiel, pour autant, ça ne les offusquerait pas plus que ça. Où ils diraient, oui, bon, bah, c'est dans l'air du temps, oui, c'est comme ça, voilà. C'est peut-être un peu pessimiste ce que je dis, mais je pense que là-dessus, il y a si vous voulez, il y a une telle masse qui a été complètement idéologisée, hein. Enfin, on leur a complètement lobotomisé l'esprit, que ben, on pourrait tout leur dire, hein, presque. Hein. Je suis pas sûr que ça changerait grand-chose et que les gens sortiraient dans la rue pour exiger la démission du président. Alors, il faut voir comment c'est amené. Hein. Il faut voir comment c'est amené et il faut voir surtout le niveau d'implication des médias là-dedans. Parce que ça, c'est vraiment un facteur décisif. Comme je disais tout à l'heure, c'était une petite référence à Debord, mais on vit vraiment dans la société du spectacle. Hein. C'est vraiment le spectacle qui conditionne la réaction des gens. Hein. Alors vous avez quand même à l'Élysée une femme qui régit tout, hein, qui a un droit de regard quasiment sur tout ce qui se passe, qui détient une grosse partie de la presse, People et tout ça. Mini Marchand. Hein. Mini Marchand, bien entendu. Et donc elle, vous pensez bien qu'elle fait tout pour étouffer l'affaire. Elle a des relais partout, elle met de l'argent partout. Donc ça va être extrêmement difficile effectivement de faire connaître ça au plus grand nombre et de valider en fait, même si c'est vrai. Force est de le reconnaître, parce que c'est une affaire, moi, j'ai suivi quasiment depuis le départ, puisque Natacha Ray, j'étais le premier, en fait, à qui elle s'est adressée comme journaliste pour faire connaître l'affaire. Bon, moi, j'étais sur le Covid à l'époque, et vraiment les 10 pieds dedans, et je n'arrêtais pas de voyager et tout ça, mais j'étais interloqué par l'affaire, j'ai trouvé l'affaire extrêmement crédible dès le départ, donc il y a déjà de ça 4 ans, mais je ne pouvais pas, moi, porter cette affaire par moi-même. Je voulais me focuser vraiment sur le Covid à l'époque. Je trouvais que c'était l'aspect numéro 1 des choses. Et donc, j'ai repassé l'affaire à Soral et ensuite à Faits et Documents qui a repris l'affaire à son compte avec Natacha Ray. Donc, c'est une affaire que j'ai suivie, mais c'est vrai que dès le départ, j'ai senti qu'il y avait quand même, comme vous dites très justement en tant qu'ancien gendarme, voilà, qui avait un faisceau de présomption. Peut-être Marc, il peut intervenir là-dessus. Marc, tu as des infos peut-être. Effectivement, on pourrait penser que c'est un détail, l'affaire Brigitte. Bon. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand il y a le roi Charles, d'Angleterre, qui fait le baise-main à toutes les femmes et qui sert la pince à Brigitte. Non, franchement, là c'est... C'est de la comique. Raconte-moi ça au moment où je suis en train de boire. Ils sont au courant de choses que... Attends. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, François, c'est pas ça qui risque de faire une certaine bascule. Mais revenons à poser la question. C'est vrai que l'exemple est très bien choisi parce que je fais une petite parenthèse là-dessus, mais le roi Charles maîtrise parfaitement le protocole. Je veux dire, c'est pas une erreur de sa part. C'est quelqu'un qui maîtrise le protocole à la perfection. Donc là, voilà. il s'est clairement adressé à un homme en âme et conscience. Quand il fait ça, c'est pas du tout une erreur, quoi. C'est pas possible. Non. À ce niveau-là et avec cette expérience-là de la vie protocolaire, on peut pas faire une telle erreur. Surtout qu'il l'avait pas faite juste avant, quoi. Il a rencontré d'autres femmes et là, oui, c'est vrai que bon, le message est passé. L'affaire Brigitte est quand même importante parce que ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, il y a du mensonge. Et là, c'est pas facile. Ce que j'ai remarqué, pour reprendre le sujet des conséquences de Trump qui arrive et qui prend le pouvoir, je constate, je questionne des gens et ils ont déjà des opinions, on dit waouh. Non mais c'est les bêtises des politiciens, hein, je veux pas entendre parler de politique, etc. Puis quand je leur demande de parler, de s'exprimer,
tout d'un coup, je sens une gêne. C'est-à-dire que les gens en France n'osent pas s'exprimer. Voilà. Quelles seront les conséquences? Pour moi, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Je veux bien en discuter avec toi, mais je veux pas être filmé. Je veux pas qu'on sache qui je suis. Waouh! Et je pense qu'une des principales, parce que je vais être positif, et je pense que je ne dois pas avoir tort, je ne pense pas avoir tort, c'est que Trump, ça va libérer la parole en France, et là, waouh! Il faut accompagner ce phénomène. Et ce que j'espère, oui. Oui, je pense que effectivement, ça va libérer la parole d'une certaine façon. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la libération de cette parole qui fasse vraiment vaciller Macron. Je pense que Macron va vraiment s'affaiblir et s'affaiblit déjà à cause de du fait qu'il va se retrouver très isolé sur la scène politique, notamment sur la scène politique internationale. Alors aujourd'hui, j'étais très occupé, mais j'ai cru voir que Alexis Kohler démissionnait, il me semble, ou alors j'ai mal lu l'information ou quoi. Mais il a des proches qui sont en train de quitter le navire là, et je pense que c'est plutôt cet isolement qui va vraiment l'atteindre. Bon, l'affaire Brigitte, bah si ça porte ses fruits, ce sera la touche supplémentaire, on va dire. Mais rien qu'à voir déjà sur la scène internationale comment il se retrouve isolé et alors notamment alors je parle même pas des relations France-Afrique ou autres, hein, mais c'est mort avec la Russie, ça va être très compliqué avec les États-Unis. L'Ukraine, ça va être le prochain terrain de Trump, donc c'est terminé. Les relations France-Afrique, elles se cassent la figure. Et la Chine, ça va être très compliqué de se rapprocher d'eux aussi, parce que on a des enjeux concurrentiels économiques avec eux qui posent problème, notamment sur les grosses industries comme l'automobile, etc., etc. Donc ça va être très très compliqué pour Macron d'essayer d'exister quelque part ailleurs que dans son propre pays, là où il a plus du tout déjà d'adhésion, hein. Je veux dire, je crois qu'il a atteint son record d'impopularité il y a quelques jours, il me semble. Hein. Donc là, effectivement, je pense que c'est plutôt ça hein, qui va vraiment l'affaiblir. Après, bah, s'il y a l'affaire Brigitte qui éclate au grand jour, tant mieux. Hein, si ça peut jouer. Mais alors, il a atteint son record d'impopularité par des sondages qui sont eux-mêmes pipés puisqu'ils sont tenus par ses proches. Ça, il faut le savoir. Donc, vous imaginez l'impopularité de ce type-là. Quant à Alexis Kohler, je rectifie, hein, il n'a pas démissionné, il va être convoqué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dérapage budgétaire. A priori, je ne vois pas encore qu'il ait démissionné, mais en tout cas, c'est un des piliers, c'est le pilier de l'Élysée. Hein, c'est effectivement l'homme qui est au courant de tous les dossiers de Macron et autres. Ils ont je disais ça avec beaucoup de prudence. Pardon ? Je disais ça avec beaucoup de prudence parce que, comme je disais, aujourd'hui, j'ai pas du tout eu le temps d'aller sur les réseaux, tout ça. Il me semblait l'avoir vu l'info défiler sur le téléphone. Non, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder. Quelque chose de très spécial aujourd'hui dont on ne parlera pas sur cette antenne, mais je comprends que vous n'ayez pas la tête complètement à ça pour suivre cette information. En tous les cas, on va regarder peut-être juste rapidement la deuxième minute du jour et puis on va rebondir par rapport à ça juste après. Vous voyez, Trump a réussi à faire en quelques heures aux États-Unis ce qu'aucun président français n'a réussi à faire en France en 30 ans. À l'occasion de la signature de près de 200 décrets, de très nombreux discours, il a ouvert front après front, il fait feu de tout bois. Eh bien, son objectif est simple, c'est submerger à la fois ses propres amis de récompenses venant honorer donc toutes les promesses de campagne et puis inonder surtout l'ennemi de telle façon qu'il ne sache pas de quoi riposter. Ça s'appelle tout simplement la blitzkrieg. C'est la politique de l'étouffement. Les démocrates au Congrès sont complètement anéantis, sont caramélisés. Ils semblent même disposés, aux dernières nouvelles, à coopérer avec Trump dans une certaine mesure. Quant aux militants woke et trans, ils reconnaissent aujourd'hui avec amertume qu'une majorité de leurs concitoyens souhaitait effectivement le retour de Trump. Comme le reconnaît du reste la presse internationale, Trump bénéficie aujourd'hui d'un respect beaucoup plus important, beaucoup plus grand à l'étranger qu'en 2017. On voit tout cela dans un instant après la pub.
bien, parmi tous ces fronts ouverts et qui épargnent pour l'instant l'Europe, pour l'instant avec les droits de douane, il s'agit de couper les aides à l'extérieur. Il a dit stop non seulement à toutes ces associations, mais également à l'aide à l'Ukraine, Afghanistan, Syrie, Égypte. Tout cela, c'est fini, c'est terminé. Les aides aux associations humanitaires également, les aides à l'Europe aussi, il suspend tout de chez tout. Et nous, en France, nos politiques, si minables, préfèrent taper sur les retraités vulnérables n'ayant aujourd'hui aucun pouvoir d'achat. Plutôt que de supprimer toutes ces aides internationales à l'Ukraine, à toutes ces associations immigrationnistes ou liées au climat. Écoutez plutôt ça, ça vaut véritablement le coup. Eh bien, les associations qui interviennent dans le cadre de la politique d'asile, d'intégration, d'immigration, ont perçu pour plus d'1 milliard d'euros de transferts publics en provenance du budget général de l'État. Il s'agit par exemple de Coalia, de France Terre d'Asile, de la Croix-Rouge, qui n'est bien sûr pas du tout ce que vous croyez être de la Croix-Rouge, le groupe SOS Solidarité, le groupe Forum Réfugiés ou encore Equalis et bien d'autres. Toutes ces associations qui ne font que recycler à prix d'or les anciens mammouths socialistes, secrétaires d'État, conseillers et francs-maçons avérés. Des associations sans frontières mais surtout sans contrôle. C'est à cela que Trump aujourd'hui, chez eux aux États-Unis, a dit non, c'est fini. Oui, les données sont simples finalement maintenant, chers amis. Les Américains ont chassé Biden du pouvoir, toute cette mafia avec des ramifications internationales, pour installer Trump, afin qu'il fasse le ménage. Et nous, benoîtement, je dis bien benoîtement et sauvagement, sans broncher, on garde en France qui? Ce fameux squatteur de l'Élysée. Vous vous rendez compte un peu de la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Oui, vous vous rendez compte de cette situation? Comment vous pouvez réagir par rapport à cette minute? Peut-être on va commencer par François. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, Macron là, il est de plus en plus isolé et il va se retrouver à devoir gérer une Europe qui périclite parce que il va falloir qu'il gère en fait la place, les interactions de la France au sein de l'Europe avec les autres pays européens, mais ça risque de créer des dissensions, je pense, importantes, ce qui se passe sur la scène internationale. Donc ça va fragiliser en fait l'Europe et ça va la fragiliser structurellement. Et il va devoir malgré tout tenter de se faire une place sur la scène internationale, c'est-à-dire que il peut pas rejeter en bloc les États-Unis, c'est pas possible en matière de relations internationales. Et il va devoir trouver un espace puisque tout à l'heure on parlait de médiation justement, je pense qu'il va devoir trouver un terrain d'entente, et notamment quand la question de l'Ukraine va se solutionner, parce qu'elle se solutionnera. Et on voit déjà qu'on prend déjà ce chemin, puisque il y a un arrêt des aides à l'Ukraine de la part des États-Unis. Donc ça c'est significatif. Et il me semble que Poutine a dit il y a peu de temps là, je crois que c'est aujourd'hui peut-être, il a été prêt à rentrer en contact avec les États-Unis justement pour essayer de trouver une solution pour l'Ukraine. Donc ça c'est quand même de sa part, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération et qui montre qu'il y a une avancée. Alors moi, je l'avais dit l'année dernière, j'avais dit que ce serait probablement un des premiers chantiers de Trump. Parce que l'Ukraine, c'était aussi, du point de vue géopolitique, géostratégique, un peu la tête de pont de la mouvance progressiste universaliste et de la grande confrontation idéologique avec le bloc russe. Donc tout ça se casse la figure, hein, et c'est sûr que ça prend un chemin tout autre. Trump, après, par la suite, a peut-être d'autres projets aussi, hein, il faut voir, hein, parce qu'il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il a dit vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Groenland, etc., etc. On a probablement un système géopolitique qui va se redessiner avec peut-être. Je pense que lui, il ambitionne un gros bloc nord-américain qui soit capable d'imprimer une forme d'hégémonie économique, mais sans l'hégémonie culturelle, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire chacun conserve ses spécificités, mais les États-Unis vont faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour rester la première puissance mondiale. Sachant que, effectivement, la grosse confrontation. Ouais. Ce soir, les dernières nouvelles, c'est que bon, il vient d'annoncer 500 milliards de dollars d'investissement dans le secteur de l'intelligence économique, et il a renvoyé Trump tout juste investi. Il a renvoyé 1 millier de personnes nommées par Biden dans l'administration. Alors là, il y va très très fort. Quant à Hollande, François Hollande, lui, il a aucun complexe par rapport à ça. Il veut reprendre la main sur la gauche pour la présidentielle de 2027. François Hollande veut reprendre la main sur la gauche pour la présidentielle de 2027. Non, mais on aura tout vu, quoi. Ce type qui s'est tout permis, qui a été le flambi de service, qui nous a enterrés littéralement, qui a été renvoyé par la porte, il revient par la cheminée maintenant. À l'Assemblée nationale, il essaye de refaire le coup de Trafalgar, de réunir la gauche et d'être élu. Non, mais vraiment, on est dans un pays de cons, mais je vous dis franchement, n'est-ce pas, Marc? Marc, t'es pas outré par rapport à tout ça? Pardon. Ah. Ouais. Flamby, comme tu dis, il va falloir qu'il paye quand il va garer son scooter, il va falloir qu'il paye son parking. Bah oui. C'est indispensable, ça. Hein. Ah oui, ouais. Au moins, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... T'as le mérite d'être drôle, hein. C'est vrai que les habitants de Boulogne-Billancourt, ils vont pas s'ennuyer avec toi. Hein. T'as toujours le mot juste au bon moment. Non, mais plus sérieusement, par rapport à la minute, là, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même dramatique de voir un gouvernement qui ponctionne aujourd'hui les vieux, ceux qui ont peut-être un peu plus d'argent que les autres aujourd'hui pour financer la dette, puisque c'est ce dont il s'agit réellement aujourd'hui, François? Oui. Ben, nous, effectivement, là, on a un gros souci, c'est la dette en France. Je pense que la politique de la dette, elle a été créée de toutes pièces, puisque c'était la meilleure façon de nous faire perdre notre souveraineté. Et aujourd'hui, on voit par toutes les attaques du système qui sont légitimées par la dette, qu'à chaque fois, c'est on va dire, utilisé pour faire des transferts de capitaux vers le privé. À chaque fois, ça fonctionne comme ça. Moi, voilà, la politique de la dette, pour moi, c'est ça. C'est exactement comme la réforme des retraites, comme tout le reste. Je veux dire, tout est mis au nom du on ne peut plus payer aujourd'hui, quoi. Voilà, on peut plus payer, on est trop endetté, etc., etc. Et en fait, la France subit une véritable entreprise de liquidation, hein, et qui sert les intérêts des grands groupes financiers, hein, qu'on connaît tous, hein, BlackRock, Vanguard, etc., hein, qui détiennent la majorité des actifs d'ailleurs de ce monde. Et on a une classe politique qui leur est complètement vassalisée. Hein. C'est pas du tout complotiste de dire ça. Hein. Et peu de temps avant la réforme des retraites, il y avait le PDG de BlackRock qui passait à l'Élysée. Hein. C'était, il venait négocier les conditions du. Voilà. Et tout fonctionne comme ça. La déliquescence du régalien, la déliquescence de la fonction publique aussi. On voit que tout ce qui constituait le modèle de la troisième voie à la française, c'est-à-dire vraiment l'État-providence tel qu'il avait été créé après la Seconde Guerre mondiale, qui représentait une forme d'exclusivité de par le monde, parce que il y avait le système ultralibéral capitaliste défendu par les Américains, il y avait de l'autre côté en face le système communiste défendu par les Russes. Et puis il y avait la voie française qui prenait en fait dans un système capitaliste des notions socialistes qui permettaient justement de mettre en commun certaines choses, d'avoir une sécurité sociale performante, d'avoir un hôpital performant, d'avoir des tas de services publics. Je pense à l'époque tout ce qui n'existe plus. Hein. Aujourd'hui la Poste c'est privatisé, les télécoms c'est privatisé, etc. Mais
À l'époque, on avait plein d'entreprises de fleurons nationaux. C'était la grande époque. On voyait un avion de l'armée française qui volait à côté du TGV dans des spots de la SNCF, quoi. C'était la grande époque de la France, de N'oublie pas le l'industrie Concorde. française. Tout ça, ça a été complètement liquidé. Ça a été liquidé pour faire de l'argent pour des privés, tout simplement. Aujourd'hui, on rembourse une dette. On rembourse quoi? On rembourse des taux d'intérêt qui vont dans le circuit privé. On rembourse rien. Il y a rien qui va à l'État. Tout ce qu'on paye, ça part dans le privé. Depuis la loi Giscard-Pompidou là de 73, c'est comme ça. Il y a plus de prêts qui sont effectués par la Banque centrale à taux zéro, terminé. Donc tout ça, c'est une vaste entreprise de spoliation, hein, et qui s'inscrit après dans une plus grande échelle à l'échelle européenne. Parce que derrière les projets qui sont instillés par l'Europe, si je prends l'environnement par exemple, il y a toute une logique d'écologie, de taxation, une écologie punitive, etc., et aussi de contrôle social. Voilà, ça va être devoir faire du covoiturage en respectant le petit panneau qui va bien sur la voie covoiturage. Sinon, on prend 135 € parce qu'il y aura un radar doté d'algorithmes qui aura repéré qu'il n'y a qu'un seul conducteur dans la voiture, etc., etc. Avec Là, le c'est le monde. scandale Crit-Air, là aussi. C'est ça. Donc là, c'est un peu la dystopie orwellienne qui nous attend. Et quelque part, l'élection de Trump, elle a ça de bien, c'est que il va y avoir une casse totale de ces narratifs. Alors que ce soit l'environnemental, hein, ou même la santé, puisqu'on voit qu'il a signé un décret parmi les 78 décrets qui ont été signés, il y en a un qui retire les États-Unis de l'OMS, donc ça commence, on va dire, qu'il s'inscrit dans une bonne voie. Et comme je disais tout à l'heure, l'Europe se retrouve dans une position de plus en plus isolée, avec finalement des narratifs qui sont la clé de voûte, hein, de son fonctionnement. Hein. Sans ces narratifs-là, elle commande par la peur. Hein. Donc sans ces narratifs-là, c'est très difficile d'appliquer les politiques qui sont quand même très coercitives, hein, qui sont des politiques de taxation. Donc elle va avoir du mal à continuer à défendre ces politiques, alors que le reste du monde ne les applique plus ou les dénonce comme mensongères carrément. Ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que on va être dans un renforcement un peu totalitaire de la communication et de la liberté d'expression, parce que ce seront les uniques moyens, les ultimes moyens, les derniers moyens de préserver en fait le mensonge. Et ce sera de fermer toutes les fenêtres qui donnent sur le monde extérieur. Il faut pas que les gens ils voient les images de Shanghai de nuit, par exemple, avec tous les immeubles éclairés, tout ça. Il faut pas qu'ils sachent que les Américains se retirent des accords de Paris. Il faut pas que, voilà. Donc tout ça, on va communiquer le moins possible dessus. Alors ça passe par la censure des réseaux, mais ça passe aussi par les médias mainstream qui, en plus de mentir au quotidien, vont faire ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire de l'omission. C'est-à-dire on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Voilà. Et les gens qui n'apprennent en fait que par la télévision ne seront pas au courant de tout ça. Et c'est ça qui est vraiment effrayant dans cette Europe qui se profile. Voilà. Et sans parler de toutes les entraves à la liberté d'expression, hein, puisqu'on est vraiment dans un État qui est très restrictif en termes de liberté d'expression et où le droit vient vraiment museler de façon très ciblée aujourd'hui les gens dès qu'ils visent telle ou telle communauté, tel ou tel groupe de personnes, etc., etc. À partir du moment où c'est une communauté qui a un pouvoir ou une utilité politique, bien sûr. Hein, parce que si je me mets à critiquer une communauté dont tout le monde se fout, là j'ai le droit. Là il n'y a pas de problème en France. Mais par contre, si je commence à m'attaquer à faire une critique des LGBT ou une critique, par exemple, d'Israël sur ce qui se passe en Palestine, etc., etc. Là, attention, l'État français crée les lois qui permettent de sanctionner des lois très ciblées. Voilà. Chose qui n'existe pas aux États-Unis, et peut-être que c'est parce que cette chose n'existe pas aux États-Unis que Trump a pu être élu.
Voilà, faut quand même faire la différence entre les fondamentaux constitutionnels français qui reposent notamment sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est en préambule de la Constitution. Hein, si je prends par exemple les articles 10 et 11 de la Constitution qui sont relatifs à la liberté d'expression et à la liberté aussi d'écrire, de publier, il faut rappeler que elles sont mentionnées en tant que telles, mais à chaque fois sous limite de ce qu'impose la loi. Hein. Je le précise. C'est-à-dire que à l'époque, celui qui a rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait déjà anticipé le fait qu'on puisse museler les gens par des lois spécifiques. Et il faut quand même considérer qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers. Et quand on lit le premier amendement, il dit que, justement, aucune loi ne peut venir entacher la liberté d'expression. C'est tout l'inverse. C'est ça. Donc ça, il faut bien comprendre que, et donc ça, c'est peut-être une des causes qui est à l'origine de l'élection de Trump et qui explique aussi pourquoi c'est si difficile chez nous, finalement, puisqu'en matière de communication et de liberté d'expression, c'est plus compliqué. Et donc, ça ouvre une autoroute, en fait, à tous les politiques vérolés, là, qui peuvent continuer à diffuser leur venin et faire en sorte de le protéger par la loi, quoi. Ça, c'est une chose à prendre en considération. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'une des grandes décisions de Trump, c'était aussi de quitter l'OMS. Hein. C'est énorme comme décision. Alors, les journaux disent que ça va affaiblir la sécurité sanitaire mondiale, que l'organisation va perdre 15% de son financement, que les laboratoires d'analyse de la planète vont être pris à la gorge. En tout cas, c'est peut-être que ce qu'on peut attendre finalement de cette décision-là. Il le fait bien sûr en connaissance de cause, bien drivé qu'il est par Kennedy derrière. Alors, on va arriver au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment d'être venus tous les deux. Peut-être un mot de conclusion à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous espérez pour les jours et les semaines qui viennent? Alors, pour Marc, j'imagine que c'est espérer d'être élu. Voilà. C'est pourquoi pas possible. En tout cas, il y a des gens sur le site qui, en tout cas, t'encouragent, vraiment trouvent ta candidature extrêmement courageuse et seront derrière toi. Et on a eu des habitants de Boulogne-Billancourt ce soir qui nous ont regardés, figure-toi. Donc, peut-être que tu auras des voix grâce à eux, grâce à nous. Merci, Ricardo. Non, mais voilà. J'ai salué. Moi, pour continuer tes propos, François, je dirais que moi, je crois en la France. La France, c'est un pays qui a une âme. Hein. Et donc là, on est un peu sous le boisseau parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. On s'est fait avoir. Parce qu'on est gentil. Mais à un moment donné, ça suffit. C'est quand même énorme, cette histoire. Toutes ces histoires. Donc, et puis, aussi à titre personnel, moi, si je suis devenu ingénieur, c'est parce que je trouvais que l'informatique, la technologie, ça pouvait nous libérer. Moi, j'oublierai jamais que la machine à laver a libéré les femmes. C'était formidable. Moi, je me rappelle, ma mère, elle travaillait pas, hein, on était 6, elle n'avait pas la réalité quand elle avait des relations professionnelles. Donc, c'est formidable. La technologie, c'est formidable. Ça libère du temps, etc. Normalement. Mais maintenant, ça devient une prison. Et ça, c'est terrible. Il faut qu'on s'en libère par une intelligence humaine, pas artificielle. Hein? Nous avons en face un défi extraordinaire, et là, je pense que nous avons l'occasion de prendre tous ensemble, en France, de prendre conscience de la vie, du sens de la vie, et refonder une société dans laquelle chacun puisse s'épanouir. C'est possible. Et pour ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités et à un moment donné, dise non. Voilà. Et je pense que l'élection de Trump va donner cette impulsion, même si America Great Again, ça veut dire, c'est pas la France à nouveau grande, hein, c'est pas la jouer à la Trump, mais moi je crois beaucoup. J'ai travaillé avec des Américains. Il y a des sacrées différences. Hein. À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau?
À quel niveau? La société avec laquelle où j'étais chef de service de plusieurs services, c'était une filiale américaine. Et ça marchait pas leur truc. C'était un changement de logiciel. Et c'est là où je me suis aperçu que les Américains, ça marche un petit peu, c'est bon. C'est les utilisateurs qui vont nous dire si ça marche là ou pas. Mais nous, moi j'ai fait comment dire, vérifier, j'ai participé à vérifier que certains appareils, des bancs d'essai, etc., fonctionnaient très bien. Donc on a totalement testé dans le détail tout ce qui allait avant de livrer. C'est une autre mentalité. Ouais, c'est inversé. C'est un peu ce que disait François tout à l'heure, exactement, à propos de tout ce qui était constitution et juridique, droit de l'homme et compagnie. C'est qu'on inverse effectivement les choses là-bas. Alors, il y a du plus et du moins. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci François infiniment. Ouais, merci à vous. D'avoir été encore une fois extrêmement brillant ce soir dans les propos et tout ça. Je pense que vraiment le public a été très, très réceptif. Il était très nombreux ce soir à venir tous les deux vous écouter. Merci à vous tous. Demain, on aura un autre... Oui. Juste rebondir sur le propos de Marc qui parlait de la technologie et vu qu'on parle d'inversion. Alors la technologie, moi je suis pas anti-progrès. Je pense qu'elle peut être un excellent outil au quotidien, tout comme l'intelligence artificielle pourrait être un excellent outil au quotidien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la question qui est posée par les plus grands spécialistes, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va pas devenir un danger pour demain, etc., etc. Et ça, je pense que c'est une façon un peu superficielle de traiter le problème. Et je pense que là encore, il faut prendre la question à l'envers. Et il faut plutôt se dire, est-ce que c'est pas le modèle de société dans lequel on utilise l'intelligence artificielle qui représente pas un danger pour demain? Donc c'est vraiment ces choses-là. Et donc là, je parle d'intelligence artificielle, mais ça va de pair avec le transhumanisme et la robotique, hein, parce que tout est lié. Et que effectivement, ce sont les grands enjeux de demain. Et sur le plan militaire, et sur le plan géopolitique, et sur le plan économique, on voit déjà avec BMW qui commence à introduire des robots humanoïdes dans ces usines américaines pour remplacer des ouvriers. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait sourire. Mais demain, l'intelligence artificielle, elle sera en capacité de remplacer des métiers où il y a des décisions en fait assez binaires à prendre, comme des métiers de droit ou des métiers de médecine. Et là, quand je dis demain, c'est une affaire de 3-4 ans vu la vitesse des progrès qu'on fait à l'heure actuelle. Donc tout ça, effectivement, il faut voir dans quel contexte ça va être employé et surtout dans quel contexte éthique. Mais par contre, là-dessus, je me fais pas trop d'illusions parce que même si on veut mettre de l'éthique là-dedans, il y aura toujours une course en fait à la concurrence et qui est notamment jouée par le milieu militaire et qui fera que il y aura toujours un débordement et je pense une orientation vers des choses qui nous sont néfastes. Donc ça c'est vraiment un côté, un aspect qu'il faudra surveiller et à l'égard duquel il faudra vraiment pas hésiter à être critique. Dès maintenant d'ailleurs, hein, je pense. Il faut vraiment parce que ça va arriver très vite. Et le conflit en Ukraine a été, en ce sens d'ailleurs, très révélateur parce que il a permis des avancées technologiques énormes et une reconsidération totale de faire la guerre de façon moderne en employant justement la robotique, les drones et l'IA. Et ça va changer fondamentalement. Juste pour idée, hein, un drone à $5 000 contre un char à 5 millions. Un drone détruit un char. Je sais pas si ça laisse imaginer. Ça, oui, un drone anti-char par exemple. Ça laisse imaginer le potentiel de réarmement et notamment pour des petits États et des petites structures terroristes et tout ça, le potentiel de réarmement et le potentiel stratégique et les grands enjeux géopolitiques et géostratégiques militaires à venir face à cette révolution en quelque sorte. Hein. Donc ça, ce sera à prendre en considération pour le futur. Bah, je crains le jour où on remplacera les gendarmes sur les manifs par des robots qui seront là à nous rentrer dedans et à nous percuter. Bon, c'est un autre problème. En tout cas. Et les manifestants aussi, Ricardo. Hein, on a fait suffisamment de manifs ensemble, hein, tous les deux. Oui, mais on va remplacer les manifestants par des robots aussi. Ah, bah voilà, exactement. Comme ça, on gagnera en nombre. On gagnera en nombre. Pour conclure, pour ma part, moi, je veux croire aux relations humaines.
Et je crois que tout ce qui se passe actuellement, nous sommes dans une confusion où on ne comprend rien. Dans ces cas-là, on n'ose pas s'exprimer, on a même peur. Hein. Faut pas oublier, hein, tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner, ils ont été suspendus, c'était incroyable. Moi, j'avais jamais vu. J'ai commencé par faire médecine, j'ai travaillé dans un milieu hospitalier. Vacciner une femme enceinte, c'était absolument interdit. Donc il y a des choses qui nous choquent. Nous sommes gouvernés par du chaos. Eh bien, qu'on prenne conscience de cela et par là même, hein, on va, comment dire, grandir en humanité, en valeurs humaines. Je veux y croire. On sent toute la fibre humaine et humaniste derrière tout cela. En tout cas, oui. Merci. Hein. C'est vraiment génial de vous avoir eu tous les deux. Il y en a un qui me dit que j'étais plus utile sur France Télévisions qu'ici. Ah non, plus l'inverse, plus utile ici que sur France Télévisions. D'accord. Oui, bah ça c'est vrai. J'en sens toute la portée et la teneur quand je vous lis. Merci à vous tous, téléspectateurs, internautes, pas téléspectateurs. Je dis téléspectateurs, c'est vieux réflexe, mais internautes de nous avoir suivis. Donc demain, je vous disais que c'était un très beau duo on va créer les duos comme ça. François sera là sûrement la semaine prochaine s'il peut avec quelqu'un d'autre. On fera revenir Marc, mais là il sera en pleine campagne, on va le laisser respirer un peu. Et puis voilà, créer des duos. Là, on va créer le duo parce qu'il y a beaucoup de monde aussi au Portillon là, qui veulent rentrer un peu dans cette émission. Donc demain, ça va être le duo Jim le Veilleur. Vous savez qu'on monte une opération avec Jim, des conférences notamment au Maroc au mois de mai. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par communication@laminutedericardo.com, communication@laminutedericardo.com, et on monte une série de conférences avec Jim au mois de mai au Maroc chez lui. Donc, il va nous faire visiter un peu les villes marocaines et on fera des conférences par la même occasion sur le journalisme et lui en ce qui concerne la naturopathie, puisque c'est un naturopathe, et puis également donc son rôle d'alerteur brillant qu'il est. Voilà. Donc, c'est une joie déjà d'avoir cette émission demain soir. Et puis, on retrouve donc François comme tous les mardis. Et puis, Marc, bon courage. Merci d'être venu. Peut-être un dernier mot, Marc. Je peux dire une dernière chose. Si vous allez au Maroc, est-ce que vous pouvez saluer mon ami Aïssa Mobala, s'il vous plaît? D'accord. Bah, tu nous donneras les coordonnées. Je suis pas sûr de retourner. Voilà. En tout cas, merci. Belle soirée. Hein. Et puis, François. Merci, Ricardo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, François. Merci. Heureux de te connaître. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Merci, Ricardo. Au revoir. Au revoir.